auditeurs, on s'en fiche. Ah ouais, on en est là. Je suis Pénélope Boeuf, fondatrice de l'agence La Toile, cette agence de communication qui fait passer votre entreprise de statut d'entreprise à marque. Et dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités que vous écoutez sur une plateforme d'écoute, que vous regardez sur YouTube, j'ai l'immense plaisir de recevoir Anthony Bourbon. Doit-on encore présenter Anthony Bourbon? Parce que tous les entrepreneurs le connaissent évidemment, tous ceux et celles qui ont consommé ou qui consomment les produits feed ne le savent peut-être pas, mais quelque part c'est comme s'ils consommaient du Anthony Bourbon. Ceux et celles qui passent leur journée sur LinkedIn ont forcément vu passer un post d'Anthony Bourbon et ses 450 000 abonnés. Ceux qui regardent l'émission Qui veut être mon associé le connaissent forcément. Et bien sûr, tous ceux et celles qui cherchent des investisseurs ont peut-être déjà un jour envoyé un dossier à Anthony Bourbon en lui proposant d'investir dans leur boîte. C'est d'ailleurs parce qu'il est sursollicité, qu'il était sursollicité, qu'Anthony s'est dit un jour, tiens, enfin d'ailleurs, c'est peut-être pas pour cette raison-là, mais on va voir. Je vais monter Blast, un club qui te permet d'investir dans des startups triées sur le volet et pas besoin d'être milliardaire pour investir parce que ça commence à partir de 1 000 €. On va en parler. Anthony, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien et toi? Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Moi aussi, très content. Est-ce que tu sais un peu quelle est la première question dont tisse la toile? Non. Pas du tout. J'ai rien préparé. Et t'as jamais regardé, écouté, rien? Mais Mélanie m'a envoyé hier un petit brief, mais comme d'hab, j'ai pas ouvert. D'accord. Est-ce que tu prépares tes entretiens d'habitude ou pas? Jamais. D'accord, jamais, même quand tu vas voir un investisseur? Ouais, jamais. Rien. Si, quand je vais voir un investisseur, je le prépare, entrepreneur, mais quand c'est du podcast, de l'interview, je trouve ça plus cool de faire un échange qui est pas préparé, parce que sinon, obligatoirement, tu prépares un peu des réponses. C'est moins spontané. C'est moins naturel, j'aime bien quand c'est cash. Ok, donc la première question, c'est le jeu du tu préfères. Ok. Tu préfères investir dans une boîte dont les fondateurs sont pas solides ou investir dans une boîte dont le marché est sursaturé? Mais avec des bons fondateurs. Avec des fondateurs, ok. Ouais, non, le plus important pour moi, c'est l'humain. Donc si je sens qu'ils sont nuls, je préfère investir dans un marché saturé avec des fondateurs qui sont meilleurs. C'est quoi un fondateur nul? Fondateur nul, c'est un fondateur qui n'aime pas ce qu'il fait, qui est venu parce qu'il a senti qu'il y avait un coût à faire financier et on sait que sur le long terme, ça ne peut pas marcher. C'est trop dur l'entrepreneuriat, il y a trop de coûts à prendre, il faut trop de résilience. Donc on veut des gens qui prennent du plaisir au maximum, qui sont transparents, cash avec leurs investisseurs, on est dans le même bateau et puis qui ont évidemment une capacité de travail hors du commun parce que le travail, c'est quand même la base de toute réussite. Malheureusement, j'aimerais pouvoir donner des tips pour réussir facilement, mais ça n'existe pas. Mais est-ce que tu crois qu'il y a vraiment des entrepreneurs qui aiment pas ce qu'ils font? Est-ce qu'on peut être entrepreneur et pas aimer ce qu'on fait? Ouais, t'as plein de gens dans la finance par exemple, même si c'est pas forcément des entrepreneurs, qui gagnent 1-2 millions par an, mais qui finissent à 4h du matin dans les grands groupes. Ils détestent ce qu'ils font, j'ai plein de potes dans ce cas-là. Oui, mais ils sont salariés. Ils sont salariés, mais même dans l'entrepreneuriat, j'ai souvent vu des entrepreneurs qui avaient vu un succès aux US, qui s'étaient dit « Oh, ça cartonne, je vais faire un copycat en France ». Et pourtant, c'était pas la grande passion. Disons que c'était pas un alignement à minima de ce qu'ils sont comme personnes. Et pour pouvoir réussir, il faut absolument que tu rigoles le matin en te levant et tu te dis bah, ça va être une journée compliquée, mais malgré tout, je suis content d'y aller parce que je vais encore apprendre. Et ça sent immédiatement la passion chez un entrepreneur. Donc ouais, trouvez ce qui vous plaît, essayez de résoudre un problème perso et c'est là que vous serez le meilleur. Et est-ce que si on se parle 1 heure, enfin tu parles à un entrepreneur pendant 1 heure qui veut monter sa boîte, qui est en train de monter sa boîte, tu peux dire s'il est bon ou pas? Ouais, 10 minutes, j'ai besoin. Et donc tu peux dire si tu investis ou pas chez lui? 10 minutes, je peux te dire si je vais investir ou non. Après, j'envoie évidemment à mon équipe qui va faire une due diligence, donc un audit pour vérifier que tout est vrai, que les chiffres sont corrects, qu'il n'y a pas de risque majeur d'un point de vue réglementaire, légal. Mais d'un point de vue humain, le fit, je le sens immédiatement. Ça ne veut pas dire que l'entrepreneur va échouer si j'y vais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il n'est pas aligné avec ma manière de fonctionner. Moi, j'ai besoin de prendre du kiff aussi avec les personnes que j'accompagne, que je vais financer. Parce qu'au-delà du multiple qu'on va chercher, parce qu'on est évidemment des gros capitalistes quand on investit, je veux prendre du temps avec les entrepreneurs, les aider et je me demande toujours, est-ce que j'ai envie de prendre un café avec cette personne? Ok. Est-ce que tu connais Oussama Hamar? Oui. Il est venu ici dans On tisse la toile et justement il m'a dit évidemment que c'est pas en 1 heure de temps que je peux savoir si c'est un bon fondateur. Donc lui il pense l'opposé de ce que tu dis.
Chacun a ses méthodes, c'est ça qui est intéressant, et vous trouverez toujours un investisseur qui vous correspondra. C'est un peu comme en couple, ou même quand tu cherches un cofondateur. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais cofondateur si je ne fitte pas avec toi, mais en tout cas, tu ne corresponds pas à ce que je recherche, à mes valeurs. Dans un couple, c'est pareil, toi tu pourrais être très heureuse avec moi et très malheureuse avec un autre, et pourtant ça ne veut pas dire que tu as changé. Chaque pot a son couvercle. Exactement, il faut simplement trouver les énergies. Je ne crois pas en Dieu, mais je crois beaucoup au karma, l'énergie que tu renvoies. Il y a des gens qui vont bien ensemble, d'autres non. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'au bout de 10 minutes, je sais si je fit avec toi, je sais si tu es ambitieux. 10 minutes. Ouais, bah ça va très vite. Après, tu sens la puissance. Moi, je crois beaucoup à la puissance. C'est-à-dire que si tu arrives dans un entretien, que tu l'as bien préparé, que tu es déterminé, c'est un moment qui peut changer ta vie. Donc, quand j'ai commencé, chaque entretien avec un VC ou un investisseur, un business angel, je le préparais comme si c'était le plus important de ma vie. Et très vite, j'arrive à capter les signaux faibles. Et c'est ce qui nous permet d'aller très vite, puisque avec Blast, on finance 3 dossiers par mois. Donc, je suis obligé d'y aller à l'instinct. Et la réalité, c'est que c'est un peu comme en finance. Il y a quelqu'un qui disait ça très bien, mais un singe qui lance des fléchettes sur des actions fait les mêmes perfs qu'un gérant de fonds. Donc globalement, il y a une grosse part de chance quand tu investis. Il ne faut pas se voiler la face. Donc ça ne sert à rien non plus d'y passer 3 semaines, parce que la réalité, c'est que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et il n'y a aucun entrepreneur qui a vendu sa boîte en proposant le produit qu'il avait imaginé au début. Donc oui, tout pivote et c'est vraiment la résilience, l'envie qui va faire la différence. Et donc justement, sur Blast, on envoie son dossier, on est sélectionné ou pas. Alors, Anthony Bourbon, comment faire pour que tu acceptes un dossier ? Alors effectivement, tu peux aller sur notre site et déposer ton dossier. On va te demander plein de documents parce qu'on industrialise, on reçoit des centaines de decks chaque semaine. Donc on va déjà avoir un cahier des charges extrêmement précis qui correspond à ce qu'on appelle la thèse d'investissement. Donc nous, on est spécialisé dans le early stage, c'est le début de l'aventure, mais avec de l'attraction. Donc si tu nous envoies juste un deck en disant j'ai une idée, c'est pas assez. Nous, on veut des chiffres, on veut des preuves que tu commences à trouver ton marché, ce qu'on appelle le POC, Proof of Concept. Et donc, il faut que tu génères quelques centaines de milliers d'euros à minima, idéalement 1 million, ou que tu aies beaucoup de followers qui te suivent et qui montrent que tu as été capable de capter un marché. Et là, on est capable de se positionner. On met des tickets entre 3 et 5 millions d'euros très rapidement avec les membres du club. Et ça te permet d'avoir de l'argent, mais aussi une communauté d'ambassadeurs, parce qu'on est plus de 8000 aujourd'hui, qui vont te soutenir, qui vont communiquer sur leurs réseaux sociaux pour t'accompagner, te faire profiter de leur réseau. Et donc, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le smart money. C'est très vendu par les VC, mais pas très réaliste. Pour le coup, avec Blast, les entrepreneurs apprécient puisqu'on peut leur apporter tout ça en même temps. Mais du coup, tu sélectionnes sur un dossier. On sélectionne sur un dossier. Après, il y a plusieurs étapes. On a 100 points de contrôle. Donc d'abord, tu envoies ton deck. Tu passes dans les mains de nos analystes qui vont faire un premier call avec toi. Si le call se déroule bien, parfois ça peut être 2-3 calls, mais bon, en tout cas, si ça se déroule bien, tu passes en pré-comité. En pré-comité, on nous présente le dossier et l'analyste dit « j'ai bien aimé le dossier pour telle et telle raison ». Donc il nous fait une note d'investissement qui est très carrée. À nous, quand tu dis nous, c'est combien de personnes ? On est 8 dans le comité d'invest, donc il y a le directeur des invests, directeur des analystes, directrice juridique, le COO, mon co-founder, moi, enfin il y a du monde. Et là on se dit ok, fais une due deal poussée et ça nous intéresse. Et donc là on rentre vraiment dans des due deals qui demandent 2-3 semaines où on va creuser tes chiffres, creuser le marché, parler à des experts sectoriels qui vont nous renseigner, nous aider. Et à la fin, mais tu me rencontres. Et là je te parle et en une demi-heure, je te dis si j'investis ou pas. Je te propose une valorisation et on torche le deal très rapidement. Moi, j'aime l'efficacité. Donc, à partir du moment où j'ai déposé sur ton site, en combien de temps je peux ? En 1 mois, tu peux avoir vraiment un term sheet et puis un deal, on va dire, écrit. Et le mois qui suit, tu as l'argent. Donc, c'est extrêmement rapide comparativement à un venture capitalist, donc un fonds d'investissement classique qui, lui, a besoin de 6 mois pour finir son tour de table. Donc, c'est intéressant pour les fondateurs de se concentrer sur l'opérationnel parce qu'on sait que c'est le plus important et perdre 6 mois, c'est juste Oui, parce que ce qui se passe, c'est comme ça demande énormément de temps. Généralement, les fondateurs, ils sont focus là-dessus, ils oublient de faire leur run. Oui. Vous investissez jusqu'à 5 millions, mais du coup, ça veut dire qu'il y a combien de personnes qui mettent de l'argent ?
Tu as en général entre 2000 et 2500 personnes par tour de table. Donc les personnes commencent à partir de 1000 euros par projet. Il y a aussi des gros membres qui mettent 100 000, 200 000 par tour. Mais aux assemblées générales, comment ça se passe? Aux assemblées générales, c'est moi qui suis président de tous les SPV. Donc les SPV, c'est des véhicules de participation comme des holdings où tous les membres rentrent. Moi, je suis président et donc je peux signer au nom du SPV Blast. Ça permet de ne pas perdre de temps. On a tout automatisé. Il y a des signatures électroniques qui te permettent d'avoir tous les documents administratifs sur ton compte. On s'occupe même de tes déclarations. Donc ça va très vite, c'est très simple et le fondateur est ravi puisqu'on a une seule personne de Blast au board, toujours un expert sectoriel qui va pouvoir l'aider plus que le challenger. Et du coup, il a cette chance de pouvoir avoir des investisseurs qui ne sont pas intrusifs. Très souvent, quand on est entrepreneur, on perd du temps à faire de la politique avec des fonds d'investissement. Là, nous, on est vraiment en soutien et on lui met même à disposition des personnes qui ont déjà réussi dans sa verticale. Et on a ce qu'on appelle les Key Opinion Leaders. Ça peut être Eric Larchevêque, qui est un pro du hardware avec Ledger, Jonathan Angelov, qui a fait la licorne Aircall, Thomas Rebaud de Miro. Bref, on en a plein. Et c'est toujours cool quand tu commences d'avoir des gens qui ont vécu ce que tu vas vivre parce qu'en réalité, c'est toujours pareil. Les mêmes problèmes, c'est à la fois pro et perso. Et très souvent, ce qui est marrant, c'est qu'on aide plus en perso. Je me suis séparé de mon copain, de ma copine. Comment je fais pour déclarer et pas payer trop de fiscalité? Et ça, c'est des petits trucs du quotidien. Nous, ça nous prend 1 minute. On lui dit, bon, alors voilà, tu vas faire un apport de cession. Tu vas faire... Et c'est ce qui fait gagner un temps fou plutôt que de payer des avocats, faire les recherches. Et c'est aussi à ça que ça sert un entrepreneur et un investisseur. C'est un soutien psychologique parce que c'est très dur. Aujourd'hui, on a starifié l'entrepreneuriat. Donc, c'est cool parce que ça motive les gens. C'est un peu comme le football à l'époque ou le rap. Tout le monde voulait en faire. Mais les gens ne réalisent pas qu'il y a peu de Mbappé. Donc, il faut évidemment être motivé, ambitieux, mais en ayant conscience des limites du système. Et du coup, ton boulot, toi, aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être aux assemblées générales, de lire les derniers decks, c'est ça? C'est plutôt l'investissement. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de rencontrer des fondateurs, sélectionner les projets. On parle minimum avec 3 entrepreneurs chaque jour. J'ai la chance d'avoir des membres de mon équipe, puisqu'on est 40 qui vont à tous les boards et qui sont beaucoup plus impliqués que moi, parce que si j'allais aux 40 boards, je ne pourrais pas être efficace. Donc nous, on a vraiment le lundi tous les rapports de ce qui se passe dans les boîtes qu'on est en train de screener et les boîtes qu'on a déjà financées. J'interviens un peu comme tous les CEO quand c'est la crise, moi. C'est-à-dire que quand mon téléphone sonne, et c'est ça qui est difficile quand on est c'est que c'est la merde. Machin. Parce que si personne n'a réussi à régler le souci avant moi, c'est qu'il va falloir mettre un coup de pression, c'est qu'il va falloir activer le réseau. Donc, quand mon téléphone sonne, je dis « ça y est, ça commence ». Et vous êtes 40 CDI? Ouais, 40 CDI. T'as 40 CDI? Ouais, chez Blast. Ok, donc t'es passé de feed, vous étiez 70 environ? Ouais, au top de la croissance, on était 70. Après, on a réduit après le Covid et on est devenu beaucoup plus économe. Et c'est ce qui fait aussi la force de Blast aujourd'hui. C'est les erreurs que j'ai pu faire dans mes aventures précédentes. Et un entrepreneur doit aimer l'échec, apprendre de l'échec. Et c'est comme ça qu'il grandit. Et effectivement, chez Blast, j'ai mis en place un système avec mon cofondateur Samuel qui est vraiment très différent de feed. Et ça nous permet, dès la 2e année, de faire 13 millions d'EBITDA. Ce qui est gros quand tu as bootstrappé. Bootstrappé, ça veut dire que tu n'as pas levé 1 euro. Donc, c'est aussi l'aboutissement de plusieurs années d'échecs. Depuis que j'ai 20 ans, moi, j'échoue. Vraiment, je suis un échoueur professionnel. et les gens... Un échoueur professionnel. Mais en fait, si, parce que en business, j'ai eu raison 2-3 fois. Quand j'ai lancé mes boîtes et puis quand j'ai investi, j'ai peut-être 10-15 boîtes qui ont fait la différence. Mais j'ai échoué beaucoup plus que j'ai réussi. Et simplement, en business, tu as besoin d'avoir raison une seule fois pour être très riche. Donc, je suis devenu... certains pourraient considérer comme très riche parce que j'ai fait 1 ou 2 gros succès. Donc, n'ayez pas honte de vous louper et chacun réussit à sa vitesse. Il y a des gens qui vont réussir à 50 ans, d'autres qui vont réussir à 20 ans. En fait, il y a plein de moyens différents d'arriver au sommet de la montagne. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont prendre la voie la plus dure, la plus directe, mais ils vont souffrir énormément. D'autres qui préfèrent y aller à leur rythme et passer par des chemins plus tranquilles. D'autres qui vont être aidés parce qu'ils sont financés par leurs parents. Donc c'est comme s'ils avaient un Sherpa, tu vois, pour les accompagner. D'autres qui sont vraiment seuls avec leur piolet, sans matériel. Ils vont prendre la foudre. Mais c'est l'histoire de la vie. Et ce qu'il faut, c'est prendre du plaisir, encore une fois, et garder en tête que le dragon ne vole qu'avec des vents contraires. C'est-à-dire que si tu veux réussir, tu dois te préparer à avoir des gens qui sont contre toi. Plus tu t'approches du sommet, plus le vent souffle fort. Et être prêt à encaisser ses coups parce que c'est vraiment de la boxe en sachant que ton plus grand adversaire, c'est toi-même. Quand tu te regardes le matin, tu dis bon allez, il faut que je m'améliore, il faut que je m'optimise, il faut que j'arrive à tenir ma discipline. Et tu dois être dès aujourd'hui ce que tu veux être demain. Et c'est très compliqué parce que tu as 0 excuse quand tu es entrepreneur. C'est de ta faute si ça ne marche pas.
Pour toi, j'ai l'impression qu'entrepreneuriat égale devenir riche. C'est un peu ça a été ta motivation initiale. Moi, j'aime l'argent. J'adore l'argent et je sais que je vais être milliardaire. Pourquoi ? Parce que tu en as manqué ? Parce que j'ai manqué d'argent. Je sais ce que c'est d'avoir des difficultés en fin de mois, de devoir rationner ta nourriture. Je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 17 ans. J'étais vraiment dans la galère et j'ai à la fois souffert du regard des autres, c'est-à-dire tu vois, ce jugement de la société, et à tous les niveaux. Parce qu'un flic aujourd'hui ne me parle pas de la même manière qu'à l'époque. Quelqu'un qui travaille dans l'administration, si j'ai un rendez-vous, il va pas me parler de la même manière. Tout est différent. Quand quelqu'un te regarde et que sait que tu as de l'argent, ça fait une vraie diff. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et aujourd'hui, ce serait vraiment hypocrite de dire l'argent fait pas le bonheur. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette phrase. L'argent fait le bonheur. Après, évidemment, si tu es un gros blaireau et que tu es devenu hautain, prétentieux, que tu n'aides pas les gens autour de toi, bon, ben c'est sûr que tu vas pas être heureux. Mais il faut comparer deux choses qui sont égales par ailleurs. C'est-à-dire que si tu as la même santé, que tu es la même personne, que tu as les mêmes passions, et qu'il y en a un qui a de l'argent et l'autre qui n'a pas d'argent, celui qui a de l'argent est plus heureux. Tu peux t'acheter ce que tu veux sans regarder. Et je ne parle pas d'acheter des yachts, des avions. Rien que la nourriture aujourd'hui. Tu as vu comme c'est cher de bien manger. Aller faire les courses et pouvoir te dire je paye ce que je veux. Et d'ailleurs, quand tu es riche, tu fais plus tes courses. C'est des gens qui le font pour toi. C'est une satisfaction incroyable. Tu n'as plus qu'à mettre les pieds sous la table parce que tu as ton staff, tu as ton chef, tu as les personnes qui te simplifient la vie, tu as tes proches qui sont en train de kiffer. Et c'est une victoire commune. Mélanie qui est avec nous là dans le studio, c'est pareil. Elle est d'origine turque. Elle vient d'une famille très compliquée et aujourd'hui elle est riche, elle est millionnaire, elle est à côté de moi alors que à la base elle était vendeuse quand on s'est rencontrés. Donc et des personnes comme ça, il y en a plein autour de moi et c'est une vraie satisfaction, une vraie fierté de me dire ces gens-là ont changé de vie, pas grâce à moi parce qu'ils ont leur mérite et moi je suis qu'avec des gens qui ont leur mérite et ensemble quand on est face à la mer le soir face au coucher de soleil, on se dit on a vraiment de la chance, on est heureux et quelque part les épreuves qu'on a vécues qui sur le moment paraissait extrêmement injuste. Tu te dis putain mais pourquoi j'ai cette vie, tu vois, quand t'es seul, j'étais premier à l'école tout le temps, j'étais bon en sport, je me retrouve à la rue, je me dis pourquoi, tu vois, ça me tombe là-dessus, à chaque fois que j'essaie, je me renferme dans les sables mouvants et en réalité c'est une chance parce que c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et on avait la discussion avec Mélanie pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, on disait est-ce qu'on changerait de vie, est-ce qu'on changerait quelque chose et on ne changerait absolument rien. Absolument rien parce que c'est ce qui donne la saveur aujourd'hui de la réussite, parce qu'on apprécie les choses. Et là, il y a 2 jours, j'ai reçu ma PlayStation. D'ailleurs, c'est Méla qui me l'a acheté pour Noël. Et j'hésitais à acheter 2 jeux parce que quand j'étais petit, j'avais mon voisin qui avait une Play et on a acheté un jeu, c'était une fois tous les 6 mois. Et en fait, à un moment, je me suis posé, je dis mec, pourquoi tu réfléchis, ça coûte 50 €, achète les 2. Et tu vois, j'ai toujours gardé ces réflexes de pauvre. Donc t'es radin maintenant ? Je suis pas radin, mais je fais très attention. C'est-à-dire que c'est très paradoxal. Moi, je suis très dichotomique de toute façon. C'est-à-dire que je suis dans les extrêmes totales. C'est-à-dire que, et souvent, je pense que ceux qui réussissent sont pas dans l'équilibre. On parle beaucoup l'équilibre, machin. Je crois pas à l'équilibre. Je crois aux gens qui sont à 200%. Qui vont se buter sans avoir de vie, qui vont travailler comme des chiens, et puis après qui vont être capables de vraiment s'amuser, couper. Et donc je peux dépenser 15 000 € pour une soirée, tu vois, j'en fais pas souvent, je vais en faire 1 ou 2 dans l'année. Comment tu dépenses ces 15 000 € dans la soirée ? Bah tu sais, quand tu prends une table en boîte de nuit à Saint-Tropez, à Ibiza... c'est combien la table en boîte de nuit à Saint-Tropez ? 15 000 €. Ouais. C'est 15 000 € la table ? Ouais, c'était dans les bons endroits, mais pas une pour bouteille ? Non, t'as 15 000 € et tu commandes différentes bouteilles. D'accord. Mais c'est pas le max, hein. 15 000 €, t'as une bonne table, mais c'est pas les meilleures soirées. Les meilleures soirées, c'est 100 000 € la table. Après, t'es pas tout seul, t'es 3, 4, 5 potes à payer. Mais en fait, les gens ne réalisent pas hein, le prix de l'argent. C'est intéressant d'en parler parce que être riche, ça coûte très cher. Hein. C'est pas si facile. Hein. Au final, t'achètes une voiture, ça coûte 300 000 €. T'as des maisons, ça te coûte 10, 15, 20 millions. T'as du staff à payer. Et en réalité, je comprends les riches qui redeviennent pauvres, notamment les sportifs qui gagnent beaucoup d'argent, ou les rappeurs, ou peu importe, et quand tu es mal entouré, que tu as mal placé ton oseille, bah, tu repères extrêmement vite, parce qu'avoir un lifestyle à 5 millions, c'est pas complètement déconnant, tu vois, quand t'envoies la purée, tu as les jets, les bateaux, les trucs, et en réalité, quand tu plus de rentrée, tu redeviens pauvre, et c'est pour ça qu'il y a 3 règles à avoir en tête si tu veux être riche, c'est être capable de générer de l'argent, donc gagner de l'argent par ton salaire, par ta passion, être capable de l'économiser, parce qu'il y en a qui le gagnent mais qui dépensent tout. Et ensuite, il faut être capable de l'investir. Parce que si tu gardes ton argent sur un compte, avec l'inflation, tu perds chaque année entre 5 et 10%, si je fais simple. Donc tu peux très vite dévaluer ton portefeuille. Et si tu n'es pas capable de créer, économiser, investir, tu resteras pauvre toute ta vie, ou alors tu deviendras riche et tu redeviendras pauvre, ce qui est le pire. Parce que quand tu deviens riche, tu t'en rends pas forcément compte. Tu vois, même moi, je tombe un peu dans un confort et t'apprécies pas parce que c'est facile de passer du bas au haut. Par contre, quand tu t'es habitué
avoir une grande maison avec une vue sympa et que tu reviens dans un appart de 30 mètres carrés, ça fait très mal. Et c'est là que tu vois la différence. C'est un peu comme un costume. Tu achètes des fringues, admettons tu t'habilles en Zara, et du jour au lendemain tu t'habilles en Saint-Laurent ou en costume sur mesure. Tu dis évidemment qu'il est mieux le costume, c'est agréable, mais ça te fait pas un gap immense. Par contre, si tu t'es habitué à des costumes sur mesure et que tu repasses sur un costume Zara, c'est là que tu vois la diff. Parce que la matière est gratte, parce que tu as des plis dans le dos, parce que la couleur s'abîme très rapidement. Donc chuter, c'est ce qu'il y a de pire, et c'est pour ça que je pourrais passer pour un radin aux yeux de certains, mais je dirais plutôt que je suis resté un ancien pauvre et que je ne veux pas devenir un nouveau riche. Et tu disais que ça te rend malade de voir les gens qui éteignent pas leur lumière, qui font couler de l'eau, tout ça. Tu restes là-dedans, quoi. Ouais, parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi ne pas le faire. Et j'en parle souvent aux gens autour de moi, quand ils éteignent pas la lumière, qu'ils éteignent pas l'eau. C'est pas une question de radinerie, ça va me coûter peut-être 100 € de plus à la fin de l'année. C'est une question de principe. En fait, si tu perds ce contact avec la réalité, tu mets le doigt dans quelque chose où tu peux plus t'arrêter. Mais prendre une bouteille à 15 000, c'est pas perdre le contact avec la réalité? Non, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est le prix de la soirée que tu veux faire. C'est-à-dire que si tu vas dans cette boîte de nuit, tu dois être préparé. Par exemple, je déteste les gens qui vont chez Dior mais qui n'ont pas les moyens. Pourquoi tu regardes les sacs si tu peux pas les acheter? Parce que ça sert à rien. Bah si, c'est se faire plaisir. Non, tu te fais pas plaisir, tu te fais du mal parce qu'en réalité, tu regardes quelque chose que ouais, mais le rêve, il est pas bon quand il est pas pragmatique et qui t'apporte pas. C'est très dommageable à mon sens de mettre ton argent dans des sacs, des fringues qui sont très cher pour impressionner des gens qui en plus s'en foutent alors que t'as pas les moyens. Typiquement, je préfère avoir un sac qui coûte 10 € mais avec 100 € à l'intérieur plutôt qu'avoir un sac à 100 € avec seulement 10 € dedans. Oui, toi oui, mais peut-être qu'à l'époque, quand t'avais pas d'argent, on t'aurait dit bah tiens, t'as 1000 balles, peut-être que t'aurais dit bah j'ai envie d'un sac pour montrer que je suis un peu riche, parce que la preuve, j'aime pas comment on me regarde quand je suis pauvre. C'est vrai, mais c'était une erreur. Et c'est pour ça qu'à posteriori, j'ai fait ces erreurs de complexer, on va dire, complexer de tu viens de la banlieue, tu veux montrer que t'as de l'argent. Aujourd'hui, je ne porte plus aucune marque, alors qu'à l'époque, t'as raison, la première fois que j'ai pu avoir une Rolex, j'étais trop fier et je réalisais pas que... Et alors attention, la Rolex c'est un peu différent parce que c'est une valeur mobilière. Moi je fais toujours un distinguo entre l'achat compulsif qui sert à rien, qui va perdre de la valeur, versus l'investissement. Et c'est pour ça que j'ai aucun mal à acheter un Clash G à 350 000 €, un Brabus, ou une montre à 300 000 là, parce que je sais que ça va prendre de la valeur, ou à minima que je pourrais le vendre de la même chose. Ce qui est terrible, c'est d'acheter des t-shirts Dior, par exemple. Je dis Dior, ils vont croire que j'ai un problème avec LVMH. Pas du tout, ça pourrait être n'importe quelle marque, mais tu payes très cher pour être le panneau publicitaire d'une marque qui génère des dizaines de milliards d'euros de bénéfices chaque année, alors que tu n'as pas les moyens. Mais tu as juste envie d'appartenir à cette communauté. C'est une erreur. Tu dois te satisfaire seul et être capable d'ailleurs de te retrouver sur ton lit seul et de réfléchir. On est dans une société où on veut appartenir, et tu as raison, à une communauté. C'est pour ça que quand tu as un maillot de foot de Marseille, par exemple, tu es content si tu es à l'étranger de voir quelqu'un qui a un maillot de Marseille, parce que tu vas te dire c'est quelqu'un qui partage mes valeurs, donc je vais me rapprocher de lui. Si tu es dans un bus avec des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que toi, qui n'ont pas le même âge, tu vois quelqu'un qui a le maillot de Marseille, naturellement tu vas lui parler. Et c'est ce qui s'est passé avec les NFT. Dans la blockchain, les gens voulaient acheter un ape ou un autre animal, ils payaient une fortune juste pour dire j'appartiens à cette communauté, donc je partage les valeurs. Il y avait une communauté, c'était plutôt les geekos, l'autre c'était les gamers, et donc tu appartiens. Pourquoi? Parce qu'en fait je pense que t'assumes pas ta personnalité. Et il faut assumer ses différences, assumer ses propres traits et créer son image, créer sa marque. Et une marque forte, c'est une marque qui te ressemble, qui est naturelle. Et c'est pour ça que tu vois, tu me demandais tout à l'heure, est-ce que j'ai préparé l'interview? Non, parce que j'ai juste à dire vraiment ce que je pense. Et en fait, c'est l'anti-politique. Et c'est pour ça que la politique ne marchera plus dans les années à venir, parce que les gens n'y croient plus. Est-ce que, du coup, tu restes avec des gens qui ont les moyens, comme toi, forcément? Oui, c'est un peu paradoxal, mais tu es parfois obligé de couper avec ton passé. Et c'est encore une fois hypocrite de dire non, il faut rester avec ses amis d'enfance, etc. Ils peuvent plus suivre en fait. C'est forcément malsain, tu peux en garder quelques-uns, mais pour la plupart, ce sera trop dur. Parce que soit ça va créer des jalousies, soit tu vas devoir payer pour eux, parce que naturellement, ils ne peuvent pas suivre. Quand tu fais des vacances à 200 000 la semaine, c'est impossible. Attends, c'est quoi des vacances à 200 000 la semaine? Tu loues une villa sympa, c'est 100 000 déjà pour commencer, ou entre 50 villa et 100. Villa sympa, c'est pour combien de personnes? Je sais pas, tu as 7 chambres, 7 chambres, 8 chambres, piscine, bien placées. machin. Piscine, Ibiza, Saint-Tropez, c'est 50-100 000 la semaine. Okay. Tu loues des bateaux, c'est minimum 5-10 000 la journée. Tu vas en boîte, c'est 15 000 le soir. Le chef, ça te coûte 5 000, plus la bouffe, 5 000 de plus. T'as vite fait le tour, hein. Louer les voitures, 1 000 € la journée. Voilà, tu t'es envoyé 200 000, quoi. Donc c'est sûr que ça te crée un gap entre
gens normaux et ceux qui ont de l'argent. Et donc, soit tu payes tout pour eux et tu rentres dans une relation de sbires, ce que j'appelle les sbires, et tu remarqueras que tous les très riches ont des sbires autour d'eux, et ça m'a toujours marqué. Dès que tu es en centaines de millions, milliards, tu as des sbires. C'est-à-dire que tu as les gens qui rigolent à tes blagues, même si elles sont pas drôles, et que tu invites dans les jets privés, au restaurant. Et moi, c'est quelque chose que je fuis. Tu les invites? Parce que tu as besoin d'avoir des gens autour de toi. Les riches ont besoin d'avoir une cour, c'est la cour, hein, c'est comme à l'époque, qui, encore une fois, va dire oui à ce que tu dis, vont t'idolâtrer, vont te servir de personnel quasiment. Ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce qu'ils sont seuls? Parce qu'ils sont très seuls et qu'ils ont plus confiance dans le monde extérieur, ce que je peux comprendre. Quand tu deviens ultra riche, très souvent j'ai critiqué les riches en me disant ils veulent s'isoler alors qu'ils devraient rester au contact, mais c'est impossible. Parce qu'en fait, plus tu es riche, plus tu peux rendre des services à des gens et plus tu peux changer la vie des gens. Et donc, c'est normal, les gens se disent, il a cette chance-là, il peut me donner un coup de main, c'est pas grand-chose. C'est comme toutes les marques, c'est dû t'arriver, s'il te plaît, tu peux m'inviter dans ton podcast parce que j'ai une cause hyper noble. Ouais, mais je peux pas le faire pour tout le monde. Moi, tu vois, tous les jours, je reçois des messages, est-ce que tu peux m'envoyer 5 000 €, ma mère est malade, mon oncle, ma tante. Et c'est horrible, parce qu'en fait, si tu tombes dedans, mais tu fais plus que ça. Et même des entrepreneurs me disent, s'il te plaît, parle 15 minutes avec moi. 15 minutes, ça va rien changer à ta vie. Pourquoi tu le fais pas? Et il y en a qui deviennent agressifs. Mais en fait, si je fais 10 fois 15 minutes par jour, ça me tue ma journée. Et donc, tu dois être capable d'être égoïste. C'est douloureux, mais c'est une réalité. Moi, ma priorité, c'est mes proches. Dire que j'ai 5-6 proches, c'est la seule chose qui compte à mes yeux. Le reste, c'est pas ma priorité. Je peux pas les aider, je peux pas aider tout le monde. D'abord, on doit réussir. D'abord, on doit sortir du besoin. On doit inspirer des gens et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Jeter une pierre au milieu de l'étang et que l'onde de choc, tu vois, se propage. C'est là qu'on a le plus d'impact à mon sens. Et ma grande satisfaction, c'est quand des entrepreneurs m'envoient un DM et me disent « Tu sais, il y a 2 ans, j'ai vu une vidéo de toi, je me suis lancé et je suis heureux, je kiffe ce que je fais. » Et là, je me dis, ok, c'est comme ça qu'on renvoie. Je pense pas que ce soit par l'argent que tu aides les gens. C'est intéressant parce que pourtant, quand tu étais pauvre, tu avais envie qu'on t'aide. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est Mélanie qui est là dans le studio, je t'ai entendu dire, quelqu'un m'a donné 5 000 €. Il y a une autre femme qui m'a aidé, Donc en fait, finalement, tu as été aidé. Et pour autant, t'as pas... Et je comprends que tu puisses pas aider tout le monde. Hein, mais... Alors, effectivement, l'exemple de Mélanie, il est incroyable. C'est une fille que j'ai rencontrée quand j'avais 18 ans. C'est Mélanie qui est là. Exactement. Mélanie, est-ce que tu veux venir montrer ta tête? Elle déteste, elle ne veut pas se montrer, elle est toujours dans l'ombre. D'accord. Et je l'ai rencontrée quand j'avais 18-19 ans. Je pense que j'étais encore plus intelligent qu'aujourd'hui à l'époque, parce que maintenant je prends plein de médicaments pour me réguler, mais du coup ça me... Ah bon, c'est-à-dire tu prends quoi? Ouais, je vais t'en parler parce que c'est un vrai délire ça aussi. C'est pour être le plus efficace possible, mais tu fais des sacrifices de santé, mais je t'en parlerai après. Okay. Je finis sur Mélanie parce que c'est incroyable. Et elle m'a rencontré et j'avais fait des business qui avaient marché, mais j'avais tout perdu. Enfin, c'était vraiment une période horrible de ma vie, j'étais seul. Et alors qu'elle me connaissait depuis 24 heures, elle m'a dit... Vous étiez croisés où? On s'était croisés par hasard à Bordeaux, par des amis communs. Et elle me dit, écoute, moi j'ai économisé un peu d'argent depuis que j'ai 16 ans, j'ai travaillé, tiens, je t'avance 5 000 € ou 7 000 €, je sais plus, ou 10 000 peut-être. Et grâce à cet argent, je vais pouvoir faire des business en parallèle de mes études, travailler dur et me relancer. Et donc, si aujourd'hui... je suis riche, c'est grâce à elle, parce que sans elle, j'aurais pas pu le faire. Et ça, c'est des rencontres qui changent ta vie, mais j'ai jamais été aidé au hasard par des gens. D'ailleurs, les femmes m'ont quand même sauvé, et c'est vrai, tu as raison de le préciser, parce qu'elles m'ont hébergé quand j'avais rien, que j'étais à la rue. Il y a Mélanie qui m'a aidé, et il y a des gens qui m'ont supporté, et j'ai un caractère pas facile, parce que je veux toujours faire plus. Et c'est les femmes qui m'ont aidé plus que les mecs. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de renvoyer l'ascenseur à ma manière. On investit beaucoup chez les femmes, quand on se compare aux autres investisseurs de la place. J'ai une collection d'art où c'est que des artistes femmes. J'essaie toujours de me rappeler que les femmes ont cette empathie, cette capacité à parier sur les autres, alors que nous les hommes on est un peu des bourrins quoi. Tu vois, ouais. Et donc j'essaie de travailler mon côté féminin et de toujours rester connecté. Et Mélanie a fait un acte de foi. Et à l'inverse, j'ai essayé de renvoyer l'ascenseur et d'être juste. C'est pour ça que j'ai des gens qui me suivent depuis 10-15 ans dans le travail, parce que je mets vraiment un point d'honneur à être quelqu'un de droit. Et quand tu m'envoies l'ascenseur, je te le renverrai toujours en plus puissant. Et j'ai des personnes tu vois, qui bossaient avec moi, qui étaient stagiaires chez Feed, qui aujourd'hui sont chez Blast. Et je trouve que là encore, ça donne du sens à ta vie, de rester connecté à l'humain, de créer des relations fortes et d'avoir des gens, je suis persuadé, hein, c'est pas prétentieux, que si demain je dis à mon équipe je peux plus vous payer pendant 6 mois, mais faites-moi confiance, on va réussir et on va gagner de l'argent, ils seront pas payés pendant 6 mois.
Parce Ils qu'ils ont resteront. confiance en moi. Ils continueront de travailler gratuitement. Et il y en a déjà qui ont fait des actes comme ça de bravoure. Et là, je me dis que ça a du sens et que je recrée quelque part la famille que je n'ai pas. C'est-à-dire que j'ai pas eu la chance d'avoir une famille naturelle. Et je l'ai reconstruite, avec Mélanie, entre autres. Et ça, c'est incroyable, parce que c'est des relations qui sont plus fortes que le sang. Le sang, t'as pas trop le choix, c'est ta mère, ton père, ton oncle. Bon, tu te sens obligé d'aimer quasiment. Et parfois, tu vas tolérer des choses pathogènes que tu ne devrais pas tolérer, parce que c'est toxique, etc. Et quand c'est toi qui choisis ta famille, elle est encore plus forte, parce que ça va au-delà du sang, de la filiation, ça va dans l'impact, et on est quasiment jumeaux aujourd'hui, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe mal pour elle, je le sais immédiatement, et inversement. Et donc, l'humain, je pense que c'est une force exceptionnelle et que si tu n'es pas capable de te créer une équipe, si tu n'es pas capable de bien t'associer, tu ne peux pas réussir, c'est impossible. Et aujourd'hui, tu es associé? Associé avec Samuel, qui est mon cofondateur. Ce qui est marrant, c'est que j'avais investi chez lui quand j'ai commencé l'investissement il y a 5-6 ans. Encore une fois, l'humain, prendre des risques. C'est-à-dire que tu investis, tu paries, même si la boîte n'est pas un succès, tu crées une relation humaine. Et je dis souvent qu'un entrepreneur, un investisseur, c'est financer l'échec. C'est financer l'échec. Et il y a des entrepreneurs, ils ont loupé leur première boîte, j'ai réinvesti, la deuxième a fonctionné. Et si tu arrives à tirer le meilleur de chaque relation, tu t'en sors toujours gagnant. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec. En réalité, c'est un peu cliché, mais tu n'as que des apprentissages. Et du coup, j'ai une force qui est intéressante, c'est que j'arrive toujours à garder le positif et à retourner les situations. C'est-à-dire que même quelque chose qui est terrible, je vais en faire un avantage, c'est voir le verre à moitié plein. J'essaie d'être toujours responsable à 100% de ce que je fais. Et quand tu pars avec cette mentalité de responsabilité totale, tu t'améliores et typiquement, tu peux le pousser très loin. Je donne souvent cet exemple de si tu n'aimes pas la pluie et qu'il pleut, c'est de ta faute. Pourquoi ? Parce que si tu avais checké la météo avant et que tu as les moyens, tu changes de pays et tu sais que tu chases the sun. C'est-à-dire que tu vas dans le sud de la France ou à Ibiza ou peu importe, de avril à septembre. De septembre à avril, tu vas à Miami, etc. Donc tout est en ta possession. Et les gens qui se disent j'ai pas de chance, c'est dur. Moi, Paris, je déteste par exemple. J'y suis le moins possible parce que j'aime pas la pollution, c'est gris, c'est froid. Je suis dans le sud de la France, je bouge pas mal, j'ai la chance de pouvoir acheter des maisons à droite à gauche. Et donc ça me permet de, encore une fois, être au soleil la plupart du temps, souvent avec une vue sur la mer parce que ça me détend de voir la mer et de voir le soleil se coucher. Chaque soir, je me dis ok, t'as cramé encore une journée, si tu veux faire de grandes choses, demain il va falloir te réveiller plus vénère. Et ça me permet de garder cette mentalité, et je pense que j'ai cette flamme incandescente, tu vois, à l'intérieur de moi, qui est nourrie par la haine, mais de la haine positive, qui fait que j'arrêterai jamais. Et j'ai plein de potes qui me disent, mais pourquoi tu prends la tête à faire plus d'argent alors que tu es déjà max, tu pourrais surfer? Parce que je pense que c'est un jeu, c'est infinite game, c'est-à-dire que tu peux toujours aller plus loin. Un match de foot, ça dure 90 minutes, coup de sifflet final, histoire terminée. Là, ça dure 90 ans. Quoi. Ça dure 90 ans, mais même plus, parce que quand tu es mort, tes sociétés perdurent. Donc si tu veux que ta boîte, ce soit un modèle économique sur des siècles, il va falloir que tu réussisses à structurer quelque chose de solide, à faire ruisseler ta marque, de manière à ce que les employés puissent le faire perdurer, le transmettre. Donc c'est un jeu incroyable et pour moi l'argent c'est ni plus ni moins que les buts au foot. C'est-à-dire que l'argent c'est les KPIs qui te permettent de juger si tu es un bon entrepreneur ou non. C'est ça qui est très pratique avec le business, c'est que l'argent à la fin dit si tu as gagné. Donc il y en a plein qui vont dire non mais le but c'est d'avoir de l'impact. Non, quand tu fais du business le but c'est de gagner de l'argent. Si tu gagnes pas d'argent t'es pas un bon entrepreneur. Donc tu peux le raconter comme tu veux sur BFM Business. Moi la plupart des entrepreneurs que je connais ils sont pauvres, ils ont perdu, point barre. Pourquoi t'es pas aux États-Unis ? Parce que tu as une mentalité d'Américain. Ouais. En France, on parle pas d'argent, on dit pas qu'on aime l'argent, on dit pas qu'on s'achète des maisons partout. Alors déjà, je pense qu'il faut être très naturel et moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, que l'argent était important, donc je le dis et c'est vrai que ça fait grincer des dents, qu'il y a beaucoup d'intellectuels de gauche, type Sciences Po, qui me disent « il est naïf, il est superficiel ». Je pense pas être naïf, je pense pas être superficiel. Eux sont nés dans les grands appartements, ils ont toujours eu de la chance, donc ils ne réalisent pas l'impact de l'argent. Ceux qui disent l'argent fait pas le bonheur, c'est soit des très riches de naissance et donc qui ont jamais manqué, ou des très pauvres qui n'ont pas le courage de se lancer. Et donc ils préfèrent voter Mélenchon en se disant Mélenchon va peut-être nous sauver. Mais le pouvoir politique ne sauvera jamais les Français. Donc pardon, donc tu penses que tout le monde peut devenir millionnaire ? Oui. Je pense que tout le monde peut devenir millionnaire, mais que tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices pour. Parce qu'en réalité, il ne faut pas être intelligent pour être millionnaire, il faut juste oser, il faut avancer. La plus petite des actions vaudra toujours mieux que la plus grande des intentions. C'est-à-dire qu'un débile, et j'en ai vu plein, qui marche, vont toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Et donc les mecs de Sciences Po, ils ont beau faire des dissertations toute la journée sur des trucs philosophiques,
La réalité, c'est qu'ils ne gagnent pas d'argent et ils seront incapables de faire du business. Et c'est pour ça que, mis de côté, on va dire, tous les sujets sociétaux, philosophiques, moi j'aime bien un Trump aux États-Unis d'un point de vue business. Il va faire beaucoup de bien. Et quand je le vois envoyer Musk débarquer dans le gouvernement qui va virer 9 fonctionnaires sur 10, ça va faire un ménage incroyable et ils vont prendre une avance par rapport à la France qui sera colossale. On le voit d'ailleurs sur les courbes. Tu compares le S&P 500, qui est un indice boursier, on va dire, de la bourse américaine, et le CAC 40 depuis l'élection de Trump. Le spread est colossal. C'est-à-dire qu'on perd des dizaines, centaines de milliards chaque semaine et on ne pourra pas rattraper ce continent si jamais on n'est pas capable de se réinventer. C'est-à-dire que la France est dans une situation dramatique, que ce soit en termes économiques, en termes sociétal. Le peuple est complètement découpé. C'est-à-dire que moi, c'est extrêmement compliqué pour moi parce que je suis à la fois du côté des pauvres, à la fois du côté des riches. Donc je fais un grand écart terrible. Je suis de gauche, je suis de droite. Enfin, t'es du côté des pauvres. Si, je suis du côté des pauvres parce que je suis pour la révolution. Je suis pour la révolution et je pense que le peuple doit reprendre le pouvoir. Je pense que... Mais est-ce qu'ils ont les moyens de reprendre le pouvoir ? Bien sûr. Le peuple, quand tu as 60 millions de personnes qui marchent vers l'Élysée, tu as beau mettre des tanks en face, les tanks ils vont être pris à un moment. Donc... le peuple a son mot à dire, c'est un pays qui est beaucoup trop vertical, beaucoup trop basé sur l'héritage. Il n'y a aucune gestion des finances, c'est-à-dire que la France, 3300 milliards de dettes. C'est-à-dire que si tu es un chef d'entreprise et tu gères ta boîte comme ça, tu vas en prison. La France, ils perdent 100 milliards par an. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable de se dire j'ai un budget de 500 milliards et je vais dépenser 600 milliards. Et ça choque personne. Quand tu vois les chiffres de 600 millions, ça coûte par an l'Assemblée nationale, 600 millions le Sénat, 90 milliards le fonctionnement de l'administration, c'est délirant. T'envoies un mec comme moi faire le ménage là-dedans, t'es choqué. Donc t'as envie d'être ministre ? Non. Non, pas du tout. La politique, malheureusement, c'est trop hypocrite. Je crois qu'il y aura de grands bouleversements, de grands changements, que la démocratie ne fonctionnera plus d'ici quelques années. Et que si on veut sauver le pays, il va falloir des entrepreneurs qui prennent les choses en main, qui prennent le pouvoir. Ça sera quasiment un putsch militaire. Mais la politique telle qu'elle existe aujourd'hui n'a aucun intérêt. Du coup, t'es comment comme manager ? Je pense que je suis un mauvais manager. C'est quoi un bon manager ? Un bon manager, c'est quelqu'un qui va être capable d'être au contact de l'équipe, qui va lui parler tous les jours, qui va mettre en place des OKR, des objectifs, des KPIs, et c'est ce que fait très bien mon cofondateur. Et il faut avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses. Et moi, c'est vrai que le management au quotidien, c'est pas quelque chose qui m'anime, qui me passionne. Pour autant, les gens de mon équipe savent qu'ils peuvent compter sur moi. Donc moi, je suis pas là pour leur dire comment tu as passé ton week-end, machin, j'en ai rien à foutre, et ils le savent, et je pense qu'ils ont rien à foutre de savoir comment j'ai passé mon week-end aussi. Mais par contre, le jour où ils ont un problème, que ce soit d'argent, de famille, peu importe, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et du coup, tu les manages comment quand tu devais les manager chez FI dans tous les cas ? Ouais, maintenant, aujourd'hui, je les manage plus, donc c'est pratique, c'est Samuel qui s'en occupe. Je suis vraiment moi, au contact avec les C-level, donc les chief level officers, donc c'est vraiment les profils les plus matures, donc je n'ai pas grand-chose à faire. Je les suis sur... Moi, je suis plus là pour les motiver, essayer de les inspirer et leur parler de ma vision. Je leur dis voilà ce que je veux faire. Et eux, comme ils sont meilleurs que moi, et c'est là que tu es un bon recruteur, c'est que moi, j'ai que des gens meilleurs que moi autour de moi. Et ma plus grande force, c'est d'être capable de m'entourer. Donc, quelqu'un qui est très bon en opération, en finance, je vais pas lui dire comment faire son travail. Je vais dire voilà, moi, l'année prochaine, je vais faire 20 millions d'EBITDA. Tu te démerdes, tu nous mets un plan en place. Okay, et ça, c'est efficace parce que les gens, ils sont autonomes, ils sont indépendants, ils se sentent valorisés, ils participent à quelque chose qui les dépasse. Et c'est ma meilleure manière de manager. Et quand j'étais chez FID, je le faisais, mais j'aimais pas ça. C'est-à-dire que je mettais en place un suivi. Moi, je crois beaucoup au rétro-engineering. C'est-à-dire que tu dois fixer ton objectif. Typiquement, je veux faire 20 millions d'EBITDA et le faire découper sur tous les pôles de ta boîte. Alors, en vrai, c'est ce que tu veux faire là, l'année prochaine, 20 millions ? Mais là, tu veux passer de 13 à 20 ? Ouais. Bah, c'est assez simple. On a fait 7 l'année dernière, on a fait 13 cette année, on fait x2. Je voudrais faire 24, mais je le dis pas trop parce que si j'y arrive pas, je vais avoir honte. Donc je dis 20 parce que c'est assez réaliste. Et en fait, c'est assez simple. Avec Sam, mon cofondateur, on s'est posé, on a dit ok, pour faire 20 millions, on va voir ce qu'il faut faire par pôle. Bon, d'un point de vue marketing, il faut faire 300 millions de contacts. On en fait 150 millions aujourd'hui quand tu mets tous nos réseaux sociaux. Bon, faut qu'on fasse un peu mieux. Parce que ces millions de contacts vont nous apporter X dizaines de milliers de leads. Sur ces leads, on sait qu'on aura une liste d'attente de temps et qu'on va sélectionner 0,5% des membres. D'un point de vue business, il nous faut au minimum 5000 dossiers par an de start-up envoyés pour qu'on puisse en sélectionner 50. Donc si on veut 50 dossiers, on considère qu'il va nous falloir 10 VC. Donc on a 10 chercheurs de start-up dans la team. Mais en analyse, il va nous falloir 8 personnes parce que ça va faire X dossiers analysés. Et on le fait
pour chaque verticale. Et ça nous permet de découper un objectif semestriel. Et l'équipe, on lui dit voilà où on va aller. On considère que pour atteindre cet objectif, vous avez besoin de 3 semaines. Et on a une sorte de frise chronologique. Chaque semaine, on rencontre les C-level. On lui dit t'en es où dans ta frise? Et on regarde si c'est un peu en avance, un peu en retard. Évidemment, si on se trompe dans l'objectif, on le réajuste. Et ça nous permet de vraiment téléguider chaque verticale. Mais encore une fois, ce n'est possible que parce qu'on paye bien les gens et que c'est des stars. C'est-à-dire que moi, je travaille qu'avec des stars et font des erreurs. Que tu recrutes où? Que tu débauches? Maintenant, on a de la chance. C'est que comme on est visible, quand on met une annonce, on a 500 candidatures dans la journée. Donc, on a vraiment le luxe de choisir les meilleurs. Et on se concentre, comme on l'a toujours fait, sur les signaux faibles, c'est-à-dire le soft skills. C'est-à-dire que moi, je préfère quelqu'un qui est un peu moins bon dans le hard skill, mais qui, par contre, est une bête, a envie de se former, parce que je préfère lui payer des formations et que ça devienne une machine opérationnelle. Mais son mindset, c'est le plus important. Quelqu'un qui a envie de step up, tu vois, c'est-à-dire que typiquement ce que j'aime beaucoup moi c'est le bottom up. Bottom up c'est tu recrutes des gens et j'ai un exemple avec Fanny qu'on peut citer par exemple qui était au SAV chez FID. Elle était au SAV. Donc vraiment c'était le salaire le plus bas. Elle gérait le service client. Elle gérait même pas, elle faisait partie de une des personnes qui était au SAV qui prenait des calls genre j'ai pas reçu mon colis machin. Donc tu vois, c'est pas le top. Et aujourd'hui, elle est responsable online de tout le CRM, l'acquisition, et elle nous fait des cohortes financières. T'as pas idée le niveau qu'elle nous fait. C'est-à-dire que je pense qu'elle est meilleure que les gens qui sortent de HEC ou Polytechnique. Pourquoi? Parce qu'elle bouffe de la formation non-stop et elle kiffe ça. Mais à côté de ça, tu vois, elle fait des sacrifices sur d'autres choses de sa vie. Mais elle adore grandir et aujourd'hui, elle a un salaire qu'elle n'aurait même pas imaginé quand elle a commencé au SAV. Mais pourquoi? C'est pas moi qui suis généreux, c'est parce qu'elle s'est butée et qu'une fois, quand je l'ai eu dans mon bureau chez FID, je m'attribue ce petit mérite, je lui ai dit, je veux que tu grossisses. T'es pas à ta place, tu vois, t'es trop intelligente, j'ai la chance de sentir l'intelligence. Tu vas faire quelque chose. Et le fait que je lui ai renvoyé ce regard bienveillant, je pense, a contribué à son évolution. Et c'est exactement ce que Mélanie a fait avec moi quand j'étais jeune. Elle m'a regardé et elle m'a dit « Moi, je pense que tu vas faire quelque chose. Tu es intelligent. Crois en toi. » Et en fait, à partir du Mélanie, moment... Ouais, elle a tout le mérite. Bon, aujourd'hui, elle me coûte très cher. Donc, faut pas trop lui dire quand même parce qu'après, elle prend la grosse tête. Elle récupère l'argent qu'elle m'a donné. Je pense que les 10 000 €, elle les gagne par jour, limite. Donc, non, peut-être pas aller par semaine. Donc, avoir ce regard bienveillant change ta vie. Et c'est pour ça que je dis toujours, perdez pas de temps à parler des trucs de merde, les films du cinéma, des trucs, la musique, viens, on va prendre un verre. Mais dis plutôt aux gens quelles qualités ils ont, ce que tu vas trouver chez eux. Parce qu'on a tous des points forts. Il y en a, ça va être l'éloquence. Ils vont savoir parler, donc ils vont créer de l'émotion chez les gens. Ok, il faut leur dire, tu sais, quand tu parles, tu déclenches quelque chose chez moi, tu devrais jouer là-dessus. D'autres, c'est la mémoire. Ils ont une mémoire de malade. Tu leur dis un truc, bon ben vas-y, travaille ça, c'est une chance incroyable. Bref, ne pas être moyen. Tu vois, faut pas essayer d'être moyen, c'est l'inverse de l'école. Faut pas avoir 10 de moyenne générale, faut avoir 18 quelque part. Faut être une star dans ton domaine. Et quand tu es une star, l'argent vient naturellement. Parce que soit les gens vont payer pour que tu leur donnes ton savoir, soit tu vas créer une boîte et ça va fonctionner. Donc, essayez pas d'être moyen partout. Moi, je suis chercher un mot, tu vois, une vraie brêle en Excel. Genre, tu vois, mon niveau d'Excel, c'est dramatique. Je pense que quelqu'un qui est en CM1, il est meilleur que moi. Ben, je vais pas essayer d'être bon en Excel. Je fais des calculs atroces avec des plus, des moins. Et j'ai mon co-founder qui est très bon et qui va gérer toute cette partie. Donc, essayez plutôt de vous concentrer sur votre unfair advantage, le petit truc qui fait que vous ne pouvez pas perdre par rapport aux autres. Et d'ailleurs, c'est une des questions que je pose à tous les entrepreneurs. C'est quoi ton unfair advantage ? Pourquoi tu dois réussir versus tes concurrents? Et si on prend l'exemple de Blast, c'est quasi impossible qu'un concurrent vienne nous taper, et c'est pour ça qu'on les explose tous depuis 2 ans, parce qu'on a 3 unfair advantage. Le premier, c'est ma visibilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de payer et on fait 3 millions de reach chaque semaine minimum. Donc il y a des leads qui arrivent non-stop. On a trop de monde sur la liste d'attente. On est obligé de filtrer comme des porcs, un peu comme Rolex, comme Audemars Piguet, etc. Donc tu vois, c'est la vente inversée. C'est-à-dire que tu veux nous donner 10 000 €. Moi, tous les jours, il y a des gens qui nous envoient des messages. S'il te plaît, prends mon argent, je veux être membre. On dit désolé, on peut pas, on fait un drop par an, c'est en février. Donc tu vois, tu inverses le mental. C'est comme une Royal Oak Audemars. Si tu vas demain chez Audemars Piguet, tu dis je veux une Royal Oak, ils vont dire ok, allez reviens plus tard. Et tu l'auras jamais, sauf si tu achètes 15 montres chez eux avant. Parce que tu dois créer une envie. Et je sais même plus pourquoi je disais ça, parce que je me perds toujours dans mes pensées. Parce que c'était quoi le début? Attends, je sais plus, c'était intéressant. C'est bon, il faut que tu sois bon, dire dans quoi t'es bon. Unfair advantage. Oui, le premier, c'est donc le premier, ma visibilité. Donc si tu veux autant de visibilité que nous, tu vas devoir payer un budget marketing colossal. Et en plus, comme tu vas payer, c'est mercantile, donc c'est de l'acquisition pourrie. Parce qu'il y a une vraie différence entre moi qui dis
tu veux être membre, mais désolé, tu peux pas, il y a une grosse sélection, versus je paye des pubs pour dire devenez membre, parce que tu vois marqué sponsorisé en haut, et tu dis bon, bah en fait, ils ont besoin de clients, donc c'est pas top leur produit. Donc ça, déjà, histoire réglée, ça te torche la moitié du truc. Nous, on avait de l'argent parce qu'on avait réussi notre business, et donc on a les meilleurs avocats en réglementaire. C'est extrêmement compliqué de faire ce business parce que tu as besoin d'avoir des agréments auprès de l'AMF. Et donc, si tu n'as pas les meilleurs avocats, tu peux pas les choper. Donc, le réglementaire, c'est une deuxième couche. Et le troisième, c'est le deal flow. Nous, on a la chance d'être au cœur de l'écosystème et d'avoir les meilleurs dossiers parce que tout le monde nous connaît. Ça fait 10 ans que j'investis. J'ai fait des boîtes qui ont fonctionné où j'ai levé des dizaines de millions. Donc, les gens nous font confiance. Et aujourd'hui, j'ai 80 boîtes qui ont été financées avec 80 fondateurs qui peuvent dire du bien de nous parce qu'on a toujours essayé de les aider. Donc, ça, tu peux pas l'avoir. Et ces 3 unfair advantage fait que bon courage pour les concurrents. Pourquoi il y a ta tête avec Yomi Denzel sur la page d'accueil Laquelle? de Blast? Non, c'est Tony Parker. Ah, c'est Tony Parker. Ah ouais, moyen là. Moyen. C'est un peu raciste, hein, mais bon, on va pas. Non, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent en vrai. Ils ont un air. Ils ont un Mais air. oui. Et les Ah, deux. c'est Tony Parker. Mais je Tony pensais que c'était Parker. Yomi. Et donc j'ai cherché, mais quel rapport entre Yomi Denzel et. Ah, d'accord, ok. Non, c'est Tony, mais je connais très bien Yomi aussi, que je trouve brillant. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs catégories d'entrepreneurs. Et pour moi, tu fais un peu partie de ces entrepreneurs-là avec Yomi où vous avez gagné énormément d'argent. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, d'ailleurs. En vrai, je ne comprends pas bien ce qu'il fait. À part le voir sur TikTok dans des extraits vidéo et dire des trucs qu'il pense. Mais est-ce qu'il y a des catégories comme ça d'entrepreneurs? Tu es d'accord pour dire ça avec des gens Encore une fois, moi j'évite de catégoriser parce que quand tu catégorises, ça veut dire que tu fais un jugement de valeur. Et ce que tu dis est vrai, tu as différents types de secteurs d'activité. On va dire, moi, typiquement, je fais du consumer, c'est-à-dire que je vais vraiment parler au peuple, et c'est pour ça que j'adore ça, parce que c'est là que je suis le meilleur. D'autres qui vont faire du SaaS, donc c'est du business, du logiciel pour les entreprises, d'autres qui vont faire de l'intelligence artificielle, et d'autres qui vont faire plutôt des formations, du coaching, et c'est ceux-là souvent qui sont un peu sous-cotés. Tu vois, du Yomi Denzel, du David Laroche, eux, c'est des gens que je connais. Oussama, je le connais de nom, mais on ne s'est jamais parlé. Et c'est paradoxal, les gens nous disent toujours, mais vous êtes connaissez... pas meilleurs copains, quoi. Mais en fait, on se connaît pas. On s'est jamais parlé de notre vie. Pourquoi Je sais pas. T'as jamais eu envie de lui parler quand même? Parce que c'est un personnage. C'est un personnage, mais c'est vrai qu'on s'est pas parlé. Moi, j'ai cette chance quasiment de pas vouloir faire de networking. Donc, c'est-à-dire que je ne vais jamais à aucun événement. J'ai jamais été chez The Family. Je vais pas au dîner. Je vais pas au déjeuner. Non, mais ça je suis un sauvage. t'intéresse pas de rencontrer des gens? Non. T'aimes pas les gens? C'est pas que je les aime pas. Tu t'en fous un peu? Ouais, je m'en fous de ce qu'ils font. Parce non, que, mais en fait, de ce qu'ils sont. De leur parler fait que forcément, si je les trouve intelligents, je vais essayer de faire pareil et ça va casser ma créativité. C'est comme si Taylor Swift, n'importe quoi, passait son temps à aller écouter la musique des autres. Bon, au bout d'un moment, elle a plus son j'imagine ton. qu'elle écoute Je suis sa pas musique. sûr. J'imagine pas qu'elle écoute sa musique dans sa voiture quand Je même. suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'elle passe beaucoup de temps à écouter celle des autres. Parce que t'es en compète. Moi, je suis en constamment. compétition, bien sûr. Constamment. Je suis en compétition contre moi-même, je suis en compétition contre le marché. Contre les autres surtout. Contre les autres, pas vraiment, parce qu'en fait, dans notre secteur, on est tellement loin dans l'investissement versus les autres que c'est plus de la concurrence. Et c'est pour ça que je veux pas perdre de temps à trop observer ce qu'ils font parce qu'ils ont échoué. Et en fait, nous, les objectifs, c'est que Blast investisse 1 milliard par an. Et donc, on ne peut pas regarder ce que les autres ont fait parce qu'ils sont bloqués à 5 millions depuis 10 ans. Et c'est pour ça que Yomi, et je ne veux pas prendre sa défense, il en parlera mieux que moi, est souvent un peu jugé par l'écosystème startup qui est très élitiste, très prétentieux. Et moi-même, je me fais critiquer quotidiennement, que ce soit par des VC, que ce soit par... Enfin ouais, c'est principalement les VC. Les VC vont dire c'est pas noble. Tu vois, on n'a pas fait des licornes, on n'a pas levé avec Benchmark Capital ou Sequoia. Et eux, ce qu'ils aiment, c'est ça, c'est la branlette intellectuelle. Tu vois, c'est faire des déj et se la branler en disant non mais alors t'as vu cet entrepreneur, c'est incroyable le scale qu'il est en train de faire. La plupart des licornes, faut bien avoir en tête que c'est de la merde. Hein. C'est des boîtes qui font pas des bidas, qui seront jamais rentables, qui vont crever pour la plupart. Doctolib, c'est pas de la merde. Alan, c'est pas de la merde. Un Miracle, c'est pas de la merde. Ouais, mais t'en as 3, t'en as cité 3, est-ce que t'es capable d'en citer 10 de plus Qui font du chiffre d'affaires et qui font de l'EBITDA? Non, t'as Voodoo, qui est très bon, t'as Ledger, après t'as fait le tour. C'est-à-dire que la plupart des boîtes qui sont valorisées 3 milliards, 4 milliards, Mistral, c'est pas de la merde. Mistral, ça vient de commencer. On va voir ce que ça donne. Ils ont levé sur des valorisations délirantes. On va voir ce que ça donne. Ils m'ont l'air très bons. Dire que toutes les licornes sont de la merde. Je dis pas toutes les licornes. Je dis que la plupart des licornes ne méritent pas ce statut qui a été érigé par les politiciens la plupart du temps en disant il nous faut 30 licornes, il nous faut 100 licornes. Ok, donc c'est-à-dire qu'on déverse de l'argent public.
c'est incroyable l'argent qui a été injecté, mais il faut regarder les perfs des fonds d'investissement. Quand tu regardes les perfs de manière factuelle, c'est pas terrible, parce que les fonds d'investissement te disent non mais nous on a des méga multiples. Ouais, mais ils prennent la valeur théorique de leur portefeuille au pic et ils disent versus ce qu'on a investi, mais ce qu'il faut regarder c'est les exits. Donc moi je préfère investir dans des boîtes qui vont pas faire x100 mais qui vont matérialiser des x10, et j'ai cette chance d'avoir matérialisé pas mal de x10 parce que j'allais sur des boîtes qui étaient terre à terre, qui seraient jamais des licornes, qui seraient jamais famous et avec des beaux logos, mais par contre qui pouvaient se revendre ou sur lesquels je pouvais faire des cash-out au tour suivant. Donc encore une fois, l'objectif, c'est pas du tout de critiquer les entrepreneurs, parce que même ceux qui ont fait des licornes, ils participent à l'écosystème. Mais c'est Et puis ils bossent quand même. c'est ce jugement, tu vois, que tu vas avoir de la part de certains VC et dire, par exemple, on revient sur l'exemple de Yomi. Yomi est plus riche, et moi aussi, que 95% des fondateurs de licornes. Mais Anthony Bourbon, qu'est-ce qu'on s'en fout non, de gagner autant d'argent? Pas du tout. C'est de l'entrepreneuriat. Si tu joues au foot pour marquer des buts. Mais à quoi ça sert? On dit que c'est le marqueur de la réussite. C'est comme si tu dis je suis attaquant au PSG mais je marque pas de but. Bon rentre chez toi, tu vois, arrête de jouer au foot. Si tu es entrepreneur, que tu gagnes pas d'argent et que tu vis sur l'argent des VC, c'est juste que t'es pas un bon entrepreneur. Ce qui compte à la fin, c'est ce que tu te mets dans les poches. Okay, pas dire maintenant on sait que t'es un bah si, un peu. Non mais faut pas être obsédé en se disant je veux absolument un maximum, mais tu dois créer de la valeur. Il faut que tu marques des buts. Tu dois créer de la valeur, c'est-à-dire qu'une boîte qui ne gagne jamais 1 euro d'EBITDA, je suis désolé, c'est pas une boîte solide. Il y a une différence entre pas gagner 1 euro d'EBITDA et faire x3 d'EBITDA en un an. Mais je suis pas sûr qu'il y ait plus de 10 licornes qui fassent de l'EBITDA. J'en suis même quasiment persuadé. Non, mais okay, mais donc c'est un problème, tu vois, par rapport aux boîtes de l'époque ou les boîtes de nos parents, de nos grands-parents. L'objectif, c'était tu montes une boulangerie. C'est que ta boulangerie, elle gagne de l'argent à la fin de l'année, parce que sinon il y a un problème et tu fais faillite. Et là, on est dans un écosystème start-up où l'objectif, c'est simplement de passer la patate chaude aux prochains investisseurs qui remettent de l'argent à une valorisation plus délirante que la première fois pour pas que tu perdes ton argent. Et ils ont même été jusqu'à créer des SPAC. Donc les SPAC, c'est des véhicules que tu mets en bourse où vraiment tu vas le bombarder aux petits porteurs qui bitent rien et ils vont rentrer à des valos complètement délirantes en espérant un jour gagner de l'argent. Mais c'est juste passer la patate chaude. Anthony, qu'est-ce que tu fais de tout cet argent? Pourquoi tu as besoin de tout cet argent? J'investis dans des startups, je participe à l'écosystème en finançant des Français qui vont recruter du monde à leur tour. Quand tu déploies des millions chaque année en investissement, là cette année par exemple, tu vois, on a fait 100 millions quand tu prends les 24 derniers mois, c'est un peu plus impressionnant. On a investi 100 millions dans l'écosystème, 90% français. T'imagines le nombre d'emplois que ça crée? Donc l'argent, c'est quelque chose qui va relancer aussi l'économie. Et moi je pense que l'argent permettra à terme de sauver le pays. Parce que si on laisse le gouvernement, les politiciens le gérer, ça va être très compliqué. Donc l'argent, c'est quelque chose de noble. Moi je pense qu'il faut gagner de l'argent parce que c'est ça qui te permet de faire gagner de l'argent, évidemment. Et il en faut toujours plus. Évidemment qu'il en faut toujours plus. Les gens disent mais pourquoi tu veux toujours plus d'argent? Mais parce que plus j'ai d'argent, plus j'ai d'impact. Plus j'ai d'argent, plus je peux financer de boîtes, plus je peux acheter des maisons. Si j'achète des maisons, ça fait tourner l'économie. Plus je dépense, plus les gens t'achètes pas des maisons pour faire tourner l'économie. T'achètes des maisons pour être confort, regarder la mer face à la mer. T'imagines les impôts que tu payes? Là, la dernière maison que j'ai achetée, j'ai payé 3 millions d'impôts upfront. 3 millions, ça aide. Elle était où cette maison? Elle est dans le sud de la France. Comme ça, 3 millions d'impôts upfront, elle coûtait combien? Tu payes de l'impôt, quand tu vas chez le notaire, tu payes des frais, c'est-à-dire que tu participes à l'économie. Oui, d'accord, mais tu n'achètes pas cette maison en te disant cool, je vais payer 3 millions d'impôts justement pour faire participer. C'est lié, c'est-à-dire que plus je dépense, et je suis le premier à être contre les riches qui sont dans l'héritage. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que moi, je ferais en sorte de mettre 90% d'impôts au moment où tu meurs. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu meurs, si tu as réussi et que tu as de l'argent, les 10% restants devraient suffire à tes enfants. S'ils sont pas trop bêtes, ils devraient réussir à faire perdurer l'entreprise. Si tu gagnes des milliards. Ou des millions, ça oui, suffit. Oui. Non, mais moi je suis pour une imposition par stade. Évidemment que si tu as 100 000 euros au moment où tu meurs, tu donnes pas. Mais je veux dire, quand tu as 15, 20, 100, 300 millions, même si tu laisses que 10%, les enfants doivent réussir. Et d'ailleurs, la plupart des milliardaires américains, Warren Buffett et compagnie, donnent l'intégralité de leur argent. Et c'est en train d'arriver en France avec Pierre-Édouard Sterrin, notamment, parce que tu reverses et tu renvoies l'écosystème. Et moi, c'est pas du tout quelque chose qui me dérangerait de donner tout cet argent. Au contraire. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est que de mon vivant, pendant que je suis en train de créer de la valeur, on prenne 45% de mon argent, voire plus si tu ajoutes les TVA, les trucs. Je trouve pas que ce soit logique. Et donc, quand tu participes et que tu dépenses, tu fais travailler l'artisanat quand tu achètes des maisons, quand tu achètes des bateaux, quand tu achètes des vêtements, quand tu achètes d'accord, mais t'as besoin des riches. Je veux pas entendre j'ai acheté une maison pour faire participer l'économie. Non, t'as acheté une maison parce que t'as envie d'une maison dans le sud, mais point. ça participe. Ok, en second. Ça participe. Moi, je paye mes impôts en France.
contrairement à ce que plein de gens ont dit, Dubaï, machin, moi, tu vois, je suis pas à Dubaï, et je juge pas ceux qui sont à Dubaï parce que chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis en France, je paye mes impôts, je considère que je contribue, et donc c'est toujours plus simple pour le mec qui vote extrême gauche de dire Anthony, c'est un enfoiré, il achète des maisons à 20 millions, machin. Bah oui, mais juste en 1 an, je paye plus d'impôts que toute sa famille en a jamais payé. Et moi, encore une fois, je suis un mec du peuple. Je suis pas là pour encenser les riches. Mais tu loin peux de là. plus dire ça en fait, Anthony. Bah si. Tu peux plus dire que t'es un Bah mec si. du peuple maintenant que tu gagnes 6 Si, millions. parce Mais que non. j'arrête pas de dire aux jeunes, vous pouvez y Mais arriver, c'est pas être un mec vous du pouvez tu vous peux extraire. plus, mais tu peux Si. plus. Bah, je suis pas Non, d'accord. pour moi, t'as plus le droit de dire je suis un si. mec du peuple. Bah, au contraire, ça veut dire qu'à partir du moment où tu as réussi, tu peux plus défendre tes valeurs. Tes valeurs, elles changent pas. Je suis le premier à dire que la vie, aujourd'hui, malheureusement... Mais être un mec du peuple, c'est pas des valeurs. Bah si. Non. Ça veut dire que tu es contre l'héritage. Ça veut dire que au lieu de dire aux gens donnez un maximum d'argent à vos enfants pour les privilégier, j'arrête pas dans chaque podcast de dire on devrait mettre plus de méritocratie au Non, mais cœur de l'État. être un mec du peuple, ça veut dire tu gagnes le SMIC. Non, pas du tout. Bah quand même. Ça fait- Les valeurs, il y a plein de gens qui sont riches et qui aident le peuple beaucoup plus que d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui. tu vois, par exemple, avec Blast, et je dis pas que je l'ai fait que pour aider les gens, mais Blast, ça me permet de gagner de l'argent, donc c'est capitaliste et c'est un intérêt personnel, mais je permets aussi au plus grand nombre de pouvoir investir dans les startups à partir de 1 000 €, ce qui était absolument impossible puisque les VC se gardaient la belle part du gâteau, à savoir si tu n'étais pas très connecté, que tu pouvais pas mettre des tickets de 100 000 ou 200 000, tu ne rentrais pas dans les startups. Et pourtant, la création de valeur des startups est colossale depuis 10 ans. En 10 ans, les startups ont rapporté plus que n'importe quelle classe d'actifs, que ce soit l'immobilier, les fonds de LBO, de private equity. Pourquoi le peuple n'y a pas accès? Moi, j'ai fait en sorte que le peuple puisse y avoir accès, et c'est une vraie fierté dans mon club d'avoir 8000 personnes, des très riches qui sont directeurs de grandes banques américaines, comme des Français qui ont que 8000, 10 000 à investir et qui sont ravis d'être ensemble. Et il y a 2 jours, on a fait notre soirée Blast Club After Work, et voir 1000 personnes de couleurs de peau différentes, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui viennent tous dans un but commun d'investir, c'est ce que j'appelle renvoyer au peuple. Et donc vraiment, je ne suis pas du tout décorrélé de cette réalité. J'essaie de rester connecté, même si naturellement, quand tu as des énormes maisons, c'est sûr que tu t'embourgeoises, hein, je ne veux pas te dire le contraire. Mais je suis le premier à dire, mettons de la méritocratie dans le pays, et j'ai que des coups à prendre à dire ce genre de choses. Parce que concrètement, aujourd'hui, je vis au milieu des riches. Et donc, quand je leur tape dessus, les gens, souvent, ils m'appellent, ils me disent « Anto, t'abuses, pourquoi tu dis ça? Viens, on reste entre nous, c'est plus simple. » Je suis le premier à dire, nous devons arrêter la politique Monopoly. C'est quoi la politique Monopoly? C'est que quand tu es très riche et que tu donnes beaucoup d'argent à tes enfants, c'est comme si tu commençais une partie de Monopoly et qu'eux avaient déjà des hôtels sur toutes les cases. Si toi, tu n'as pas une thune, tu peux pas gagner la partie de Monopoly parce que tu vas tomber sur un hôtel, tu vas perdre. Donc il y en a un, comme moi, de temps en temps, qui va avoir de la chance et qui va tomber que sur les cases vides et qui va réussir à gagner. Mais c'est une erreur statistique. Et du coup, je suis le premier à dire que si tu es très riche, que tu donnes à tes enfants et qui créent de la valeur, et qui continuent de travailler, qui créent des emplois, je suis d'accord pour qu'ils ne payent pas trop d'impôts. Par contre, si tu es très riche, que tu donnes à tes enfants et qui vivent sur le patrimoine immobilier, et j'en ai plein, des potes comme ça autour de moi, et je leur dis, hein, donc au moins il n'y a pas de tabou, je trouve pas ça juste. Et eux, tu devrais les défoncer fiscalement parce qu'ils ne créent plus de valeur pour le pays. Et quand tu as des gens qui vivent sur les rentes immobilières de leurs parents et qui n'ont jamais bossé de leur vie, je trouve pas ça normal. Donc le message, et pourquoi je fais partie du peuple à mon sens, et après chacun est libre évidemment de penser ce qu'il veut, c'est que je garde ce message qui est toujours le même. Et ce message, je le portais déjà avant d'être riche. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, Ah oui, c'est plus je facile. disais déjà, il faut réussir à s'extraire de sa condition initiale, il faut bousculer le système, il faut remettre la méritocratie au cœur de tout ça, il faut faire une révolution dans le pays. Et je suis le premier à envoyer de l'argent dans pas mal d'associations, je suis le premier à essayer d'aider des fondateurs. Je suis le premier parfois même à aider des fondateurs à vendre leur boîte alors que je perds de l'argent. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière. Je m'en fous de perdre de l'argent. Je dis je vais te vendre et je vais signer le PV d'AG qui te permettra de vendre cette boîte alors que je perds. J'avais tout intérêt à la bloquer, la vente. Donc ouais, je pense et j'assume vraiment à 100% toujours faire partie du peuple. Et je serai là pour mener la révolution. Mon argent, Bras levés. tu vois, mon argent, vraiment, j'y suis pas attaché. J'adore l'argent, mais j'y suis pas attaché. C'est-à-dire que je sais que je serai milliardaire, mais ça ne me dérangera pas de donner 1 milliard pour faire une révolution. J'en garderai un peu parce que quand tu t'es habitué, tu as besoin de continuer à avoir ce lifestyle. Tu vois, je garderai quelques millions à gauche. Mais ça ne me dérange pas du tout de donner une grosse partie de mon argent parce que je sais que je pourrais le refaire et je sais que c'est pas forcément ce qui va changer ma vie. Et t'as des enfants? Non. T'en veux? Non. Ah oui, d'accord. Non mais d'accord. Ah oui, bah c'est bien les belles lois sur l'héritage quand on n'en veut pas. Ouais. Mais c'est sûr, c'est plus facile. Ah bah mais oui, cher. je m'applique toujours à moi-même ce que je dis. Donc honnêtement, si j'en avais, je le ferais. Et je dis non en rigolant parce que tu vois, j'ai 36 ans, donc je considère avoir Mais le est-ce temps. que t'en veux?
Non, je n'en veux pas à l'heure actuelle. Maintenant, je pense que la vie évolue. Quand tu m'avais demandé à 18 ans si je m'étais fait un tatouage, je me serais fait un tatouage avec marqué Dragon Ball Z dessus. Bon, aujourd'hui, est-ce que je me le serais fait? Non. Donc, je pense que l'humain est toujours dans l'évolution. Après, l'enjeu de l'enfant et du tatou. Mais c'est un peu le même truc, tu vois. C'est-à-dire que tu es capable de prendre des décisions quand tu es jeune que tu aurais honte de les faire. Même nos styles vestimentaires, je suis sûr que si tu ressors tes styles vestimentaires ou tes coupes de cheveux quand tu as 18 ans, tu les assumerais pas. Donc, on évolue en tant qu'humain. Je suis déjà aujourd'hui beaucoup plus modéré qu'il y a 10 ans quand je fais un podcast. Je dis moins de dingueries, j'essaie de rester assez soft, même si tu vois. Ah bon, tu dis moins de dingueries, non, je rigole. Mais peut-être qu'un jour j'en aurai envie. À l'instant présent, ça ne m'attire pas. Donc tu ne donneras pas d'argent aux enfants que tu n'as pas, quoi. Mais par contre, je pourrais donner de l'argent à des enfants sans les avoir. Tu vois, moi je pense qu'il y a tellement d'enfants malheureux. Tu peux être ton enfant ou pas? Ouais, si tu veux. Si tu veux. C'est quoi ton why personnel, Anthony? Le why, c'est faire la révolution, pour remettre la méritocratie au cœur de la société. Je pense sincèrement qu'il va y avoir une révolution. Et je le dis depuis que j'ai grandi en cité, parce que je voyais la haine, et je voyais l'incompréhension des élites versus les pauvres. C'est-à-dire que les gens ne réalisent pas les mondes qui existent autour d'eux. Mais ça marche dans les deux sens. Les pauvres ne réalisent pas qu'un monde d'ultra riches existe. Ils ne réalisent pas que pour prendre l'avion, tu payes 100 000 € pour faire un Paris-New York, l'aller en jet privé parce que tu n'as pas envie d'être avec les gens. Moi qui ne suis pas pauvre, je ne sais pas qu'on paye 100 000 balles pour faire l'aller-retour. Tu ne te rends pas compte qu'il y a des gens qui payent en staff peut-être 500 000 ou 1 million d'euros par an juste pour avoir du staff dans 3-4 maisons. Et s'ils le savaient, ils prendraient les armes, ils monteraient sur l'Elysée. Et à l'inverse, les très riches ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui vivent avec 1 000 € par mois. Moi, quand j'étais jeune et que j'avais la CAF, le Crous et compagnie, j'attendais le 28 du mois pour aller retirer avec ma carte électron qui était bloquée au-dessus de 300 balles, la CAF, et heureusement j'avais des logements sociaux. Et ça te dérange pas maintenant de faire partie de cet autre truc, cet autre... Non, parce que j'ai travaillé pour, tu vois, je l'ai pas volé. Si j'avais hérité, si j'avais joué au loto que j'avais gagné, ouais, peut-être que je me sentirais mal. Et encore, je crois pas, parce que moi, je suis un mec qui vit dans le présent et dans l'avenir. Mais là, j'ai travaillé dur pour le faire. Au contraire, je pense que c'est un message d'espoir envoyé à tous les jeunes qui nous regardent, qui se disent, ce mec, il a l'air juste normal. S'il l'a fait, je peux le faire aussi. Et donc, du coup, plutôt que de se morfondre dans sa classe sociale, dans sa naissance et dans sa malchance, parce que tu vois, on est tous avec un jeu de cartes. Moi, j'avais un jeu de cartes pourri et j'ai gagné. Donc, ça envoie un message positif. Et les jeunes qui nous regardent, moi, j'avais pas cet exemple, j'avais pas ce modèle à l'époque. Si j'avais vu un mec comme moi qui arrive en suite et qui réussit, qui gagne bien sa vie, j'aurais dit, je vais faire pareil. Et l'entrepreneuriat, il est en train d'exploser, on le voit. Il y a de plus en plus d'initiatives, il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de financement, donc des gens qui n'auraient pas pu lever. À l'époque, les gens que je finance aujourd'hui, ils n'auraient pas pu lever avec les VC parce qu'ils n'avaient pas fait HEC, ils n'avaient pas fait les grandes écoles, ils n'étaient pas blancs, ils n'avaient pas 35 ans, ce n'étaient pas des hommes. Aujourd'hui, une femme noire de 25 ans, qu'elle aille lever de l'argent. On va voir si elle y arrive. Tu vois, elle a intérêt à être très forte en pitch. Nous, c'est des gens qu'on finance. Et on les finance pourquoi? Parce qu'on est le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a 8000 membres dans mon club qui sont eux aussi des personnes qui prennent le métro. Et donc, quand ils voient quelqu'un qui prend le métro comme eux et qui a la dalle, ils le financent. Et donc, encore tu une prends fois, le métro? Ouais, je prends le métro. Ouais, non, je le prends plus, j'avoue. Non, tu prends quoi alors? J'ai un chauffeur. Mais quand il y a les embouteillages? Taxi-moto, toujours. Taxi-moto tout le temps. J'ai un et chauffeur. Et t'as du staff qui te fait ta cuisine et tout? Ouais. Et genre, ils te font quoi? Il me faut à manger, mais je suis assez simple. Franchement, j'essaie de manger healthy. Tu demandes, tu dis j'aimerais bien un petit hachis parmentier ou un petit truc. Non, mais je le dis au début du mois, je suis très organisé. C'est-à-dire que je laisse rien au hasard. Et donc au début du mois, je dis voilà, je vais manger ça, et tu fais tourner les plats. Et je mange toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire? Je suis un mec simple. Je vais manger des légumes, beaucoup de légumes, des pâtes. J'adore les pâtes au fromage, c'est mon gros kiff. Pâtes, beurre, fromage, j'adore. Burrata, tomates. Vraiment, je mange que des trucs assez simples. Je bois pas d'alcool, je prends pas de drogue. Je bois de l'eau plate, je suis trop content. Non, mais tu me mets de l'eau plate, je suis trop content. J'adore l'eau. Comme Van Damme avec sa vidéo de l'époque. Mais non, j'adore l'eau. Et donc, t'as quelqu'un qui te fait à manger, ouais. T'as quelqu'un qui te fait ton ménage, ouais. T'as quelqu'un qui t'essuie avec ta serviette quand tu sors de ta douche? Non, pas ça. T'as quoi d'autre? Pas ça, j'ai des personnes qui gèrent les maisons, donc des sortes de gardiens, hommes à tout faire, qui te permettent de simplifier ton quotidien. Okay. Ça peut choquer aujourd'hui, mais je vais expliquer comment tu dois réfléchir pour savoir si tu prends du staff. Tu dois calculer ton heure. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai pris 20 millions, on va dire, à peu près. Toi, personnellement, Ouais, Anthony? un peu plus. Mais admettons, tu le divises par 12 mois, tu le divises par semaine, par heure. Je me dis, mon heure, elle me rapporte, elle coûte X. Bon, à partir du moment où le staff me coûte moins cher que cette heure, j'ai intérêt à recruter parce que je crée plus de valeur
en me concentrant sur mon travail, en faisant des podcasts, en faisant des conférences, en faisant du marketing, que de faire le ménage, que me faire à manger, en sachant que je le fais très mal. Donc encore une fois, il faut se concentrer sur ce que tu sais faire. Et moi, ça m'a toujours choqué. Et vraiment, que mes copines me fassent à bouffer, fassent le ménage, que je le fasse avec eux. Du coup, je paye des gens pour le faire. Bah ouais, mais parce qu'au final, tu rémunères des gens. Et, c'est horrible à dire, mais ils sont contents, tu participes. Et à partir du moment où tu payes bien les gens et que tu es sympa, et tu vois, c'est important pour moi d'avoir des personnes, encore une fois, qui me suivent depuis longtemps. Mais je trouve que c'est une chance de pouvoir travailler avec eux, que ça se passe bien, de les faire monter en compétences, parce qu'encore une fois, même dans ces sujets-là, j'essaie de parier sur des gens, et après, qui vont gérer les locations des maisons, alors qu'au début, ils sont arrivés en femme de ménage, même si c'est pas un sous-métier, et qui vont prendre petit à petit des responsabilités, et ça me fait kiffer. Donc à partir en fait, il n'y a pas de honte à avoir du staff, quoi. Et donc, tout ce que tu entreprends, il est calculé, quoi. Tout est calculé. Mais t'as pas l'impression d'être dans un Truman Show, d'être dans un monde à part, un peu dans un truc parfois, Barbie, quoi. Parfois, je me dis que c'est trop facile et que il va y avoir un moment, un pause, et qu'on va me dire bon allez, c'était un jeu, t'as gagné ou un truc comme ça. Non, mais c'est surtout, t'as pas la volonté d'abandonner tout ça et d'être toi. Mais je suis moi. Oui, mais... Je suis dans mon calcul et je suis vraiment aligné avec ce que je suis. C'est-à-dire que c'est pas un jeu, c'est pas un rôle. Les gens qui me connaissent disent, mais en fait, ce qui est fou, c'est que t'es vraiment comme ça au quotidien. Et attention, je suis quelqu'un d'hyper sympa. Même si tu vois, je suis pas un mec, même si ça se voit pas non, comme ça. Non, mais tu sors pas, tu bois pas de coups. Ouais, mais tu peux t'amuser et aider les gens. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de déclencher le potentiel chez les gens. Et je pense pas que c'est sous GHB ou MDMA que tu vas déclencher le non, mais il y a une différence entre prendre du gens, GHB et aller boire des coups et danser. L'alcool, ça reste quelque chose qui te réduit la taille du cerveau. Mais boire des coups, boire des coca, se marrer, danser sur le podium. Personne ne boit des coca. Et personne ne danse sur un podium avec un coca zéro. C'est très rare. Ah bah, c'est très rare. Moi, tu me donnes un coca zéro, je reste assis et je te parle de business. Tu vois, c'est impossible que je. Et même avec quoi que ce soit, tu me parles du business assis. Non, c'est pas vrai. À l'époque, tu vois, je buvais de l'alcool quand j'étais plus jeune. Évidemment, ça désinhibe, hein, comme tout le monde. Et j'aime pas l'image que ça renvoie parce que c'est pas moi. Et c'est là que justement je me trahis et que je me travestis. Parce que je vais être quelqu'un d'autre. Je vais faire des trucs que j'aurais pas fait en temps normal. Je vais plus danser. C'est pas parce que ça fait partie de toi. C'est pas ce que j'aime. Tu vois, c'est pas ce que j'aime. J'aime le contrôle. Ça peut paraître bizarre, mais si tu veux réussir. Et la plupart des gens qui ont de l'argent autour de moi confirment cette thèse, tu dois être dans un contrôle total. Tu dois rien laisser au hasard. Ça veut pas dire que tu es malheureux, que tu n'es pas toi-même. Ça veut dire que tu es dans la maîtrise, tu es dans le contrôle. Et donc toi, le bonheur, c'est quoi le bonheur ? C'est quoi le bonheur ? Le bonheur, c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est faire quelque chose qui te passionne, avoir des gens que t'aimes autour de toi sincèrement, même si t'as pas besoin de leur dire, parce que moi, j'ai pas envie de dire je t'aime aux gens. Je leur montre. Tu leur dis jamais ? Non. Tu dis jamais je t'aime ? Non. Et quelqu'un qui me dit je t'aime, dis-moi je t'aime, Anthony, s'il te plaît. Non, je peux pas. Dis-moi je t'aime. Tu peux pas me dire je t'aime. Non, parce que ce serait hypocrite et je mens jamais. Non, d'accord, mais alors aux gens que t'aimes, pourquoi tu ne leur dis pas je t'aime ? Parce que je leur montre. Et quelqu'un qui me dit je t'aime, je lui dis je te préviens. Pourquoi tu n'arrives pas à dire ? Parce que je crois pas à la parole. En fait, moi, mes parents m'ont dit je t'aime toute leur vie. Ils m'ont laissé à la rue quand j'avais 17 ans. Non, alors pourquoi tu dis je t'aime ? Non, ce qui compte, c'est des actes. Par exemple, Mélanie, je dis pas je t'aime, mais elle sait qu'elle a besoin de moi. Peut-être que Mélanie, elle a besoin d'entendre. Parce que sinon, peut-être qu'elle a besoin, mais elle sait comment je fonctionne. Et donc les gens autour de moi savent comment je fonctionne. Tu connais les 5 langages de l'amour ? Non. C'est vrai ? Non. Tu connais pas les 5 langages de l'amour ? Bah, il y a 5 langages de l'amour. Tout le monde n'a pas le même. Il y a les mots, je t'aime. Il y a le toucher, je te fais des câlins, etc. Il y a les services rendus. Donc ça, j'ai l'impression que toi, tu es plutôt sur celui-là. Factuel. Il y a les cadeaux. Je te fais plein de cadeaux et je te montre que... Voilà. Cadeau, Et il y a... Quelqu'un peut m'aider ? Non. Ben voilà. Et j'ai oublié le 5e. On va le chercher sur Internet en parallèle. Bah non, mais moi, c'est les faits. C'est-à-dire qu'en fait, comment tu mesures l'amour ? Comment tu mesures l'amour si c'est pas par les actes ? Mais ça se mesure pas, c'est là où ton mathématicien que tu es, ça ne fonctionne pas. Faux. Ton calculateur que tu es. C'est comme les gens qui disent oui, la valeur des cadeaux ne compte pas. C'est faux. À minima, pas forcément la valeur monétaire, mais la valeur de temporalité. C'est-à-dire combien de temps tu as passé à chercher mon cadeau, à chercher la bonne idée, à creuser la tête pour savoir ce qui me plaît. Ça, c'est trop. Sinon, c'est trop facile. Je t'achète une carte postale. Je dis oui, c'est l'intention qui compte. L'intention, je n'ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est la conclusion. Et au final, les gens qui sont autour de moi, ils sont très contents là. Tu vois, je viens d'acheter une montre à Mela de 100 000 balles, une au noir piguet. T'inquiète que ça lui fait plus plaisir que si je lui dis je t'aime. Hein. Ok, d'accord.
Ouais. C'est quoi là? Les moments de qualité. Les moments de qualité. Ah oui, les moments de qualité passés ensemble, à table, sans voilà, téléphone. Ces 3 trucs, je les ai. Tu vois, quand on est dans des belles maisons, qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui cuisine hyper bien pour nous, qu'on a de la bonne musique, et qu'on est à 5 ou 6, tu vois. Là, par exemple, on va faire Noël et Réveillon. Il y a Mélanie, sa sœur, et on est tous ensemble, 4-5 personnes. Ça me suffit, tu vois, et on va avoir des discussions sympas, on va se plaindre un peu des riches et du pays, parce qu'on va dire que c'est un pays d'héritage, et on va passer un très bon moment. Et pour moi, c'est ça le plus important, et on va se faire des beaux cadeaux, parce qu'on a la chance d'avoir les moyens, et on va s'aider, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et sa sœur, Chloé, viendra travailler avec nous, elle ne le sait pas encore, là elle a un bon job, mais elle viendra travailler dans la famille parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on va aider les gens, et j'ai du respect pour les gens qui sont en vase clos comme ça, parce qu'ils s'entraident et ils peuvent compter les uns sur les autres. Merci Anthony. Dernière question. Imagine que là, tu as été très mauvais dans cette interview. Est-ce que tu préfères que l'épisode sorte, alors que tu as été très mauvais, ou alors tu as été très bon, mais on ne le sort pas? Je crois que je préfère avoir été très bon et que ça sorte pas, parce qu'au moins je t'aurais convaincu. Et ce qui compte, c'est de convaincre les gens de manière réaliste. Et je sais que tu vas en parler autour de toi, et vaut mieux avoir quelques ambassadeurs plutôt que plein de haters. Donc j'aime être bon, j'aime gagner, j'aime être au max de mes capacités. Et je pense que c'était intéressant, tu vois. Je dis pas que j'ai été bon, mais je pense qu'il y a eu un échange constructif qui pourra apporter de la valeur aux éditeurs. Et à partir de là, je considère que j'ai fait mon taf. Merci Anthony. Merci à toi. C'est exactement comme quand tu es dans l'avion. Qu'est-ce qu'on dire. t'apprend quand tu es dans l'avion? Faut pas mettre le masque sur la tête de l'enfant en premier. Faut toi te mettre le masque pour pas tomber dans les vapes. Moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout passe par moi. Parce que si moi je vais bien, tout peut ruisseler dessous. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et tout le monde gagne.